Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un apport de notions concrètes sur la mise en valeur de l'offre chez les distributeurs. C'est parti? Alors, jusqu'ici, nous avons commencé à examiner un certain nombre de fondamentaux des réseaux de distribution. Vous avez appris comment définir et analyser une zone de chalandise, identifier le positionnement d'un point de vente, identifier la clientèle ciblée et analyser le marché du produit. Et on va s'intéresser à nouveau à une partie de ces éléments et on va faire des focus notamment sur l'assortiment. Alors, le marchandisage, c'est le point de rencontre entre quatre grands éléments que sont la gestion du point de vente, la détermination de l'assortiment, on va le redéfinir juste après, comment on présente les produits au client et comment on anime son point de vente. Ce dernier point fera partie d'un cours à part. La partie gestion ne concerne pas tellement les BTS NDRC, mais plus vos camarades de MCO, donc je n'évoquerai pas ce point. Par contre, les autres points sont essentiels pour le chef de secteur, car dans sa négociation avec le chef de rayon, le distributeur, ce sont les éléments qui sont attendus par le chef de rayon que vous avez en face. Et vous devez parler le même langage que votre client pour pouvoir mener à bien votre mission commerciale pour la marque que vous représentez en tant que chef de secteur. Alors, on fait un focus sur ce cours sur l'assortiment. Qu'est-ce que c'est qu'un assortiment? C'est en quelque sorte la collection, l'offre de produits qui est sélectionnée parmi tous les fournisseurs par le distributeur. Et c'est lui qui va choisir, alors à l'aide de la centrale d'achat, quand il y a une centrale d'achat, c'est lui qui va choisir donc la collection, l'offre de produits qu'il va proposer à la vente à sa clientèle. Et vous comprenez bien que c'est une construction entre le distributeur et le producteur. Le fournisseur va avoir, ou fournisseur ou producteur, ici ils vont être synonymes, va avoir lui intérêt à placer ses produits et le distributeur a intérêt à choisir les produits qui se vendent. Et les deux ont intérêt à choisir et à sélectionner les produits qui vont se vendre dans le point de vente. Un produit qui ne se vend pas, ce n'est intéressant ni pour le distributeur, ni pour le producteur-fournisseur. Les deux approches doivent donc être complémentaires et co-construites. Le fournisseur va apporter des informations plutôt sur le marché de son produit, ses évolutions, les typologies de consommation, comment le consommateur consomme son produit. Alors c'est répétitif, mais voilà, comment chaque client va avoir un type de consommation. Les performances des différents circuits de distribution, puisque lui, il a plusieurs circuits de distribution, plusieurs partenaires de distribution, par exemple Leclerc, Carrefour et Auchan, et il va donc avoir une visibilité sur la performance des différents circuits de distribution, grands supermarchés, petits magasins de type proximité, ou plutôt circuits de distribution hors domicile. Il va également avoir une expertise sur les spécificités de ses produits. Le distributeur, lui, va apporter au producteur son expertise, bien sûr son marché local, c'est lui l'expert de son marché local, les attentes de sa clientèle, l'image de son magasin, et puis les statistiques de vente et les analyses des stocks, rotation des stocks, entre autres. Donc vous comprenez que c'est très important, quand on est chef de secteur, de comprendre la notion d'assortiment, puisque ça va être une co-construction à la fois pour le chef de rayon
vos camarades de BTS MCO, et à la fois pour le représentant, le commercial qui vient représenter une marque auprès de distributeurs. Alors, l'assortiment, on le représente et on l'analyse selon deux critères, la largeur et la profondeur. Donc ça veut dire que dans la largeur, on va avoir le nombre de familles de produits. Donc je vous ai trouvé un exemple qui vient du système U, qui présente le rayon des boissons de type cola. Donc, les gammes de produits, donc l'assortiment, c'est l'assortiment des colas, boissons, on est dans la famille, la très grande famille des boissons rafraîchissantes sans alcool, c'est le sens de BRSA, et on va être dans la sous-famille cola. Boissons rafraîchissantes sans alcool, ça va être une grande famille, et à l'intérieur, on va avoir la sous-famille cola. Et dans la sous-famille cola, on va encore avoir plusieurs sous-familles. Cola, cola sans caféine, cola light, cola parfumé. Je pense par exemple cola parfumé à la vanille, parfumé à la cerise, au citron. Et la profondeur, ça va être le nombre d'articles dans chaque famille de produits. Donc par exemple, dans la famille des cola, on va avoir la famille Coca, la famille, la marque Coca-Cola, la marque U, la marque Premier Prix, et on pourrait avoir une autre marque, comme par exemple le Meucola. On va également analyser la cohérence des différentes gammes de produits et l'homogénéité. On va voir les différentes utilisations, donc des packs, des boîtes, des bouteilles, en verre, en plastique. Voilà. Voilà comment on va pouvoir analyser un assortiment. L'objectif du responsable de rayon, pour lui, c'est de pouvoir optimiser son rayon. Et lui, dans sa tête, optimiser son rayon, ça veut dire optimiser sa rentabilité. C'est sur ça qu'il est noté, c'est ça sa mission, c'est de faire tourner son rayon de telle manière qu'il génère le meilleur chiffre d'affaires, la meilleure marge pour l'ensemble des magasins. Son directeur, c'est ça qu'il va lui demander. Donc, il a ce premier objectif, c'est sa rentabilité. Son deuxième objectif, qui va avec son premier, ils sont complètement complémentaires, c'est la satisfaction de ses clients. Et enfin, il va devoir optimiser la place qui lui est attribuée dans le magasin. Rappelez-vous ce qu'on a vu sur les plans d'implantation. Et il va devoir optimiser et composer aussi avec le mobilier qui est à sa disposition. On ne peut pas toujours racheter tout le mobilier d'un magasin, ça coûte très cher. Et donc, il va devoir composer pour obtenir la meilleure rentabilité et la meilleure satisfaction de ses clients avec la place qui lui est attribuée dans le magasin et le mobilier qui lui est attribué. Je vous ai remis un exemple d'assortiment ici. Ici, c'est un magasin de chaussures. On pourrait imaginer 3 familles de produits. Donc, on a un assortiment ici qui est 3. Il n'y a que 3 familles. Chaussures de ville, basket, chaussures de sport. Et ensuite, on aurait une profondeur d'assortiment. Chaussures de ville jaune, chaussures de ville rouge, grise. On pourrait imaginer également un travail avec des marques Adidas, Nike, Coq Sportif par exemple pour les tennis. Les chaussures de sport, on pourrait mettre, je sais pas moi, Asics, Puma, et à nouveau, je sais pas, une autre marque, ça me vient pas. C'est pas grave. Ouais. Donc vous voyez comment on va pouvoir analyser la largeur et la profondeur de l'assortiment. Lorsque vous êtes distributeur, vous souhaitez toujours avoir la meilleure place et le plus de place possible pour vos produits.
La réalité est tout autre puisque votre chef de rayon en face de vous, il a d'autres marques à placer, il a aussi des objectifs sur les marques qu'on appelle les MDD, c'est-à-dire marques de distributeurs. Et donc, il va négocier régulièrement avec les chefs de secteur pour optimiser, lui, son rayon. On va avoir plusieurs possibilités pour un assortiment. Il peut être large et peu profond. Première possibilité pour un assortiment, un assortiment large et peu profond. C'est l'assortiment type des hypermarchés. On va couvrir un maximum de besoins des consommateurs, mais à chaque fois avec une offre qui va être limitée à 2 ou 3 marques, peut-être 4. Donc on va avoir une offre, un assortiment large et peu profond. On couvre un maximum de besoins du consommateur avec un choix plutôt limité. On peut avoir un assortiment qui soit large et profond. Il s'agit ici de couvrir la majorité des besoins des consommateurs en leur offrant un large choix. C'était le positionnement historique des grands magasins. On n'en trouve presque plus aujourd'hui. Il n'y aurait peut-être que Monoprix qui fait à peu près les grands Monoprix, mais en grands magasins de centre-ville, vraiment les grands magasins tels qu'ils ont été conçus avec cette idée de couvrir tous les besoins du consommateur en leur offrant un large choix, sont des magasins qu'on trouve très très peu aujourd'hui. C'était vraiment le positionnement des grands magasins populaires, plutôt deuxième moitié du 19e et début 20e. On peut avoir des assortiments étroits et peu profonds. Là, c'est vraiment un besoin très spécifique. On va avoir une seule famille de produits, par exemple. C'est le concessionnaire qui n'a qu'une seule marque, qui ne propose que les voitures d'une seule marque. C'est pareil, c'est quelque chose qui se voit de moins en moins. La plupart des concessionnaires aujourd'hui sont multimarques. Ce serait par exemple le commerçant qui sur le marché ne propose que des agrumes. Ça, c'est un assortiment qui serait étroit et peu profond. Les cahiers qui ne présenteraient que des huîtres, par exemple. La profondeur serait quand même très, très faible. Et puis on va trouver encore, par contre, régulièrement des assortiments étroits et profonds. Là, c'est l'assortiment plutôt du spécialiste, le quincaillier par exemple, qui va proposer toute une gamme de boulons, de vis et d'outils de quincaillerie. Le droguiste également, qui va proposer toute une gamme importante autour du ménage et des produits autour de la maison. Mais c'est également le cas du magasin de sport ou du magasin de jardinerie qui va proposer donc un assortiment étroit, il ne va couvrir que peu de besoins, mais avec à l'intérieur une offre profonde, beaucoup de marques, beaucoup de sous-familles. Alors, on refait un petit rappel, on a déjà travaillé les types d'implantation et le plan d'implantation avec les différentes notamment allées. On l'a fait avec ce premier type d'implantation, on a vu l'implantation de type grille. C'est très fonctionnel, c'est vraiment un marchandisage d'organisation et on retrouve un plan très rationnel, essentiellement en grande surface alimentaire et dans certaines grandes surfaces spécialisées. On va voir maintenant d'autres types d'implantations qui sont possibles. On va trouver des implantations dites en circuit libre. Dans cette implantation, l'espace central est dégagé, il y a d'importants muraux et des îlots sur l'espace de vente et le client va circuler comme il le souhaite. Il y a généralement un espace d'encaissement. C'est un mode d'implantation qu'on trouve régulièrement dans les boutiques qui font de l'offre de textile
type Célio, Bonobo, voilà, ce sont des modes en circuit libre. La partie sur les bureaux est extrêmement importante, c'est là qu'on va trouver la majeure partie des produits. On va également trouver des offres et des circulations en circuit dirigé. Donc c'est un aménagement qui va contraindre le client à passer par tous les rayons dans un certain ordre qui est défini et étudié. Le plan type ici, c'est celui d'un magasin Ikea qui est un des premiers à avoir organisé son espace de vente en circuit dirigé. Mais aujourd'hui, vous allez par exemple dans certains magasins Leroy Merlin, vous êtes également en circuit dirigé, beaucoup plus compliqué vous êtes obligé de faire pratiquement tout le tour du magasin. C'est un avantage car vous allez contraindre le client à voir des produits auxquels il n'aurait pas pensé, mais un certain nombre de clients peuvent trouver ça passablement agaçant, et donc c'est à double tranchant. Autre façon d'implanter, on peut implanter un rayon en ce qu'on appelle shop in shop, c'est-à-dire le magasin dans le magasin. Donc on va recréer un univers de magasins à l'intérieur d'un magasin. Ici je vous ai mis une illustration, ce sont les Galeries Lafayette. Le principe du corner illustre des Galeries Lafayette et illustre parfaitement le shop in shop, mais on trouve également des concepts de shop in shop dans des grandes surfaces. Par exemple, vous pouvez avoir des espaces très shop in shop pour les caves dans certains Leclerc. J'ai observé également des espaces de parapharmacie très shop in shop dans d'autres magasins. Vous pouvez également organiser un espace shop in shop, souvent pour les rayons dits traditionnels, la boucherie, l'espace pour les fruits et légumes, la charcuterie. Souvent, les grands magasins peuvent avoir, enfin les grands magasins, les grandes surfaces alimentaires peuvent avoir cette volonté de créer des shop in shop pour vraiment recréer de la proximité avec le client, qui n'ait plus l'impression d'être dans une usine à vendre, mais qu'ils aient bien l'impression d'aller faire leurs courses chez leur commerçant préféré. On va s'intéresser maintenant un peu plus à l'implantation d'un rayon. Alors, je vous ai mis une petite maxime. Pas vu, pas pris, pas vendu. Je la trouve assez intéressante. C'est vraiment à ça que ça sert d'implanter un rayon. Il faut que le produit soit vu par le client. Et vous vous rappelez, on a vu les principes de Kittner qui étaient le bon produit à la bonne place au bon moment, au bon prix. Rappelez-vous. Alors on va commencer évidemment par segmenter le produit et les produits en tout cas qu'on propose aux clients pour qu'il y ait de la lisibilité pour le client. Donc on va faire ça avec des schémas assez simples, hein, plutôt de ce type-là, où on va mettre une flèche avec le sens de circulation du client et on va sélectionner des façons de segmenter, organiser les produits. Il faut bien vous dire qu'un supermarché, même petit, c'est plusieurs milliers ou centaines de milliers de références. Donc il est indispensable qu'il y ait une organisation rigoureuse, sinon en fait les employés ne savent pas où mettre les produits et les clients ne savent pas où trouver les produits et rappelez-vous, pas vu, pas pris, pas vendu. Donc je vous ai donné un exemple, par exemple pour un rayon vin, on peut faire une segmentation par couleur, blanc, rose et rouge. On peut faire une segmentation par exemple par région, Bordeaux, Sud-Ouest, Côte-du-Rhône, Bourgogne, Loire, Champagne. Mais on pourrait encore en faire d'autres. On va examiner ça tout de suite. Quand on réfléchit à la manière d'implanter un produit, on a plusieurs axes de réflexion à avoir. On peut déjà commencer par la construction de l'assortiment et avec donc cette pensée de famille et de sous-famille de produits qui correspond à la sélection de l'assortiment et qui correspond à la manière d'analyser un assortiment. Les spécialistes du secteur considèrent qu'un rayon en difficulté est souvent un rayon mal implanté. Alors évidemment, c'est à mesurer. Il est important
pour les distributeurs d'implanter, pardon, d'implanter et de réimplanter, d'analyser leurs rayons tout le temps en fait. Car une implantation, c'est pas quelque chose de figé, de fixe. Il doit évoluer en fonction de la zone de chalandise, en fonction du comportement des clients et des évolutions également des offres et de l'évolution de la négociation que le chef de rayon va avoir avec le commercial terrain, le chef de secteur qui va venir pour la marque. Donc, on va travailler cette segmentation et les segmentations de famille de façon assez fine pour pouvoir développer des éléments. On a également toujours cette double injonction, c'est-à-dire que la marque va avoir des accords avec l'enseigne de distribution. Le commercial va venir pour les faire appliquer, pour pouvoir négocier des accords de coopération, des accords de promotion. Et les enjeux pour le distributeur sont souvent différents. Parfois, les enjeux sont les mêmes. En tout cas, de manière générique, les enjeux sont les mêmes. Il faut que le rayon fonctionne et qu'il génère des ventes et qu'il satisfasse le client. Mais les distributeurs vont avoir tendance à mettre en avant et vouloir garder de la place pour leur marque de distributeur, car on sait qu'ils ont une meilleure marge. Et le fournisseur producteur, lui, vient pour qu'il y ait plus de place pour mettre en avant sa propre marque. Et il y a d'autres fournisseurs qui viennent avec exactement la même demande. Donc, il y a, vous imaginez bien ici, tout un tas de tensions, d'enjeux, à la fois pour la marque et à la fois pour les distributeurs. Et là, vous devriez me dire, mais les clients, ils sont étrangement absents de cette affaire. Eh bien, on y vient tout de suite. Pour les clients, eh bien, on va travailler, et les marques et les distributeurs doivent travailler ensemble sur les différents types d'achats. On peut avoir des achats prévus et des achats non prévus. Donc les achats prévus, ce sont bien ceux qui ont été listés par le client, soit mentalement, soit par écrit. Un achat déterminé, ça va être un achat qui va être un besoin qui s'exprime en disant j'ai besoin, et on va mettre une famille de produits. J'ai besoin de confiture, famille de produits. Il peut être encore plus précis, j'ai besoin de gelée de mûre bonne maman. Là, on va avoir une marque. Et puis, on peut avoir un achat prévu qui est un achat réflexe. J'ai besoin de beurre, j'achète toujours la même marque de beurre, la même contenance, je sais où il est dans le rayon. Je réfléchis même pas, c'est automatique. Je tends la main, je mets le produit dans mon cahier. Et puis, on peut avoir des achats qui sont non prévus. Alors, l'achat d'impulsion, c'est l'achat coup de cœur, j'achète sans réfléchir. L'achat spontané, c'est j'ai envie de, c'est pas prévu, mais je réfléchis quand même un peu au prix, à la composition, est-ce que j'en ai vraiment besoin, etc. Il y a l'achat d'opportunité, il s'agit ici de saisir une occasion. C'est l'achat qu'on va trouver beaucoup plus sur les têtes de gondole, les vidéos ou les achats en promotion. L'idée ici, c'est l'occasion et je fais des économies. En tout cas, c'est ce qui se passe très souvent dans la tête du consommateur. Et puis, il y a l'achat remémoré. Ah tiens, j'ai besoin d'eux. Donc, c'est plutôt un achat qui se passe quand on est en train de défiler devant un linéaire. Je suis allée dans le rayon, je ne sais pas moi, de la confiture et en face il y a les farines et je me dis tiens j'ai acheté de la confiture, j'avais envie de me faire des crêpes, eh bien mais si je veux me faire des crêpes, est-ce que j'ai bien de la farine? Ah ben je rachète de la farine. Donc c'est j'ai besoin d'eux ou tiens je vais avoir besoin d'eux, ça peut être aussi de précaution. Je ne veux pas manquer de sucre, je rachète du sucre. Alors, le linéaire, on l'analyse en regardant quels sont les niveaux de présentation et on va avoir
plusieurs niveaux de présentation, plusieurs façons d'organiser son linéaire, qu'on appelle également une gondole. Et on va étudier ça rapidement, comment est-ce qu'on peut analyser ça. Ça fait partie des éléments de négociation du commercial secteur qui va négocier avec les distributeurs. Et on a beaucoup de choses dans cette dimension-là. Donc on va partir du haut. Ce qui est tout en haut s'appelle le chapeau. C'est autour d'1,70 m, ça peut parfois être un petit peu plus haut. Et on a un deuxième niveau qui est le niveau des yeux et le niveau des mains. Donc vous voyez, on a chaque trait ici qui représente une étagère, un niveau de présentation. Et vous voyez qu'entre 1,70 m et 1,10 m, c'est-à-dire à peu près au niveau des yeux et au niveau des mains, eh bien la valeur du linéaire est très bonne. On a une meilleure visibilité, et rappelez-vous, pas vu, pas pris, donc là, on est typiquement dedans, ce qui est à hauteur des yeux est vu, et ce qui est à hauteur des mains est pris. Donc on a une très bonne valeur commerciale, en tout cas, pour cette partie. Et ensuite, en dessous du niveau des mains, eh bien, on a une valeur beaucoup plus moyenne. Plus on va descendre, on va avoir une valeur qui va être plus faible. On comprend bien ici que le niveau des mains haut et le niveau des yeux sont des produits qui on va placer ici des produits avec plutôt une demande spontanée, des produits qui sont susceptibles de déclencher des achats d'impulsion, et que ce sont donc les meilleurs, euh, comment dire, ce sont les meilleurs emplacements, sauf pour les produits qui sont les produits lourds. Donc, ces produits lourds, on a plus intérêt à les positionner plutôt au niveau des pieds, où là on va positionner plutôt les articles d'appel, les produits volumineux, des achats utilitaires ou des articles qu'on va présenter peut-être en vrac ou en box. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ces parties ici. Alors, je vous présente ici des exemples de préconisations de plans d'implantation pour que vous puissiez visualiser ce que l'on peut, ce sur quoi on va pouvoir négocier en tant que chef de secteur. Ce sont les outils des chefs de rayon. Donc on va schématiser son linéaire avec euh, des schémas assez simples, vous voyez, où on va pouvoir travailler son implantation et travailler le pourcentage de rayons. On va parler en linéaire et notamment en linéaire développé, qui vont permettre de savoir combien de produits on va pouvoir commander, combien de produits on va pouvoir vendre aussi. Tout dépend du point de vue que l'on adopte. Et on va pouvoir donc avoir une visibilité. Je vous parlais tout à l'heure d'optimiser l'espace alloué. Et bien voilà, par exemple, le type de préconisation. Alors, ce sont des préconisations qui sont faites généralement par les services marketing des centrales d'achat, qui sont envoyées au chef de rayon. Et ensuite, il doit s'adapter. Et donc, vous, chef de secteur, représentant des producteurs, quand vous arrivez pour négocier cette partie-là, et bien comment le chef de rayon adapte, puisqu'on ne fait jamais 100% exactement comme dans la préconisation de la centrale d'achat, et bien comment on adapte et comment vous allez pouvoir vous insérer dans cette adaptation pour faire gagner des parts de marché à votre marque. Je vous en donne un deuxième exemple. Voilà, un deuxième exemple de recommandation. Donc, on parle aussi de préconisation, de plan d'implantation. Voilà, il y a plein de façons de l'appeler, mais à peu près la même chose. Et donc là, vous avez une préconisation d'assortiment par rapport à une taille de magasin notamment. Donc, ça fait partie des éléments vous allez avoir votre propre préconisation pour votre marque, et donc il va falloir que vous insériez votre offre produit à l'intérieur de cette préconisation et de cette adaptation de la préconisation par le chef de rayon dans son espace commercial.
va parler un petit peu de présentation des produits maintenant et on va parler des 2 grands types d'implantation, mais il y en a encore un petit peu d'autres, je vous les mettrai dans une fiche ressources. La présentation des produits, on trouve souvent des présentations de type vertical. Ça correspond au mouvement de la tête, ça facilite le flux client et ça permet un équilibre des familles de produits. C'est facile à mettre en place. On trouve ça très facilement effectivement dans les rayons de type, euh, boisson. Et on peut également choisir des présentations horizontales, d'accord, et avoir une autre manière de donner de la lisibilité. Donc, vous avez un petit schéma là, pour voir ici, on a une présentation qui est beaucoup plus horizontale. On voit bien les céréales, par exemple, ici de la marque distributeur, sont bien avec 1, 2, 3, 4, 5 facings, ils sont bien tout à l'horizontale, et en dessous on a une autre marque. Ici, 2 céréales, une grande marque nationale, 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est ça aussi qui est négocié lorsqu'on est chef de secteur, c'est le nombre de produits qui sont mis en place et une présentation verticale, horizontale. Ça fait partie des éléments. Dans le travail de négociation du chef de secteur, du commercial petit qui va voir ses distributeurs pour vendre un de ses produits, il y a une négociation sur le facing. Donc le facing, c'est l'unité de visualisation du produit. Donc vue de face sur une tablette de présentation. Plus on aura un facing qui sera grand, plus le produit sera vu, plus il sera pris. Donc ça se mesure en centimètres ou en mètres linéaires en fonction de la taille de votre produit. Donc ici, si on analyse la photo que vous avez, on voit bien que le Coca-Cola Light a un facing extrêmement important. 1, 2, 3, 4. Alors à côté, est-ce que c'est le même? C'est peut-être le 0. 1, 2, 3, 4. Alors que le Coca classique ici, les colas, ça doit être une marque distributeur, et on voit en dessous les facings de la marque Coca-Cola, 1, 2, 3, 4. Alors qu'on voit bien que le facing du Pulco ou du soda, là, ici, n'ont que 2 facings, donc ils sont beaucoup moins visibles. Le facing, ça sert à repérer les produits. Là, on en a ici pour un autre type de produit, c'est pareil en yaourt, et on voit bien qu'il y a une volonté de travailler plutôt à l'horizontale. Ouais. Hop. Et on va par exemple sur la laitière, un facing, voilà, qui permet vraiment, et le packaging vient ici jouer un rôle très important d'identification du produit. Allez, pour clôturer, parce que c'était un petit peu long, la gondole, quels sont les meilleurs emplacements, les meilleurs niveaux. Donc quand on analyse un linéaire, une gondole, on va donc avoir ce type de schéma avec la tête de gondole, le bout de gondole, le milieu de rayon, et on voit que les meilleures positions ici, c'est le milieu du rayon au niveau des yeux. On retrouve nos 3 niveaux, le chapeau, les yeux, les mains, et en dessous ma tête, c'est le niveau des pieds. Et en dessous, on va avoir de bonnes positions, ici, en bleu. D'accord. Et les bouts de gondole sont évidemment pas des super emplacements. Allez, on a fini pour aujourd'hui. On va passer en application pratique.